Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays présenté sur TVA Sport. Gavino Defalco avec mon bon ami, le journaliste sportif Jérémy Filosa. Comment ça va, Philo? Ça va très bien. Et toi, Gavino? Ça va très bien. C'est le bilan de la saison des Blue Jays. Déjà un tiers de joués. C'est fou, hein? Il y a déjà 33% de matchs de jouer dans le baseball majeur. On va commencer par le vif du sujet. C'est le tour de table. Les Blue Jays qui, disons, c'est une saison en dents de scie cette année. Bon, ils avaient balayé les 3 premiers matchs de la saison. On s'était dit, bon, ils sont partis pour la Série mondiale. Depuis, on joue un petit peu en bas de 500. Parle-moi de la saison des Blue Jays jusqu'à maintenant. Ben, c'est sûr que les attentes étaient très élevées là, après une présence en Série mondiale l'an passé. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'être déçu du début de l'année. Là. On a frôlé à quelques reprises de tomber à 7 matchs sous la barre de 500. On était à 6 matchs sous la barre de 500, 2 fois, même 3, peut-être depuis le début de la saison. Donc là, on se gratte la tête et on se dit, les Rays sont partis pour la gloire, on ne pourra pas les rattraper. Écoute, il y a eu assurément les blessés qui n'ont vraiment pas aidé depuis le début de la saison. On va en parler durant l'émission d'aujourd'hui, mais aussi des joueurs clés qui ne performent pas à la hauteur. Et aussi, il y a eu, disons, des petites pertes. Par exemple, le jeu défensif qui n'a pas livré la marchandise comme ça a été le cas la saison dernière. Donc, je te dirais que c'est vraiment les 3 éléments qui ont fait en sorte que les Blue Jays se cherchent un peu comme plusieurs équipes de la Ligue américaine là, cette année. On va parler des blessures dans quelques instants, mais j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à la saison 2024 jusqu'à maintenant. J'ai préparé un tableau. Regardez le comparatif 2025-2026. Bon, sensiblement la même fiche que l'année dernière. Par contre, l'année passée, à cette date-ci, on frappait pour 267. Cette année, là, regardez, 242, donc 25 points de moins qu'en 2025. C'est un feu rouge, mais la moyenne de points mérités, les lanceurs vont très bien cette année, 3,80. L'année passée, on accordait beaucoup de circuits et beaucoup de points. Mais regardez, le total des coups de circuit en 2025, à pareille date l'an passé, 64 cette année. Où sont les frappeurs de puissance? Seulement 44 circuits jusqu'à maintenant. Et regardez la fiche, là, l'année passée, les Blue Jays qui ont été fumants en deuxième moitié de saison, qui ont terminé avec 94 victoires et 68 défaites. Et si les Jays veulent terminer avec la même fiche que 2025, il va falloir jouer du très, très, très bon baseball, 69 et 40. J'en doute. Cette année, on dirait que la Ligue américaine est un peu plus faible et les Jays sont très loin de la première et la deuxième place dans la division Ouest. Il va falloir se contenter, Philo, du meilleur troisième, si je ne m'abuse. Ben oui, puis on a vu la saison dernière l'avantage que les Blue Jays ont eu de finir premier. Ils ont pu, comme on dit, regarder le début des séries éliminatoires, les 2 pieds assis sur le pouf, pendant que, souviens-toi, ils avaient terminé l'année avec la même fiche que les Yankees, mais ça avait été un avantage massif pour les Blue Jays qui se sont rendus jusqu'en finale de la série mondiale. Ça ne veut pas dire que tu peux pas le faire si tu entres comme meilleur deuxième, meilleur troisième ou quoi que ce soit, mais tu te compliques vraiment la tâche. La bonne nouvelle, Gavino, c'est que il y a des joueurs importants de qualité qui vont finir par revenir bientôt et qui ont manqué à l'appel et qui ont vraiment fait mal par leur absence dans cet alignement-là. Donc, on peut s'attendre. Et aussi, n'oubliez pas que les Blue Jays, c'est une équipe extrêmement proactive. Si l'équipe est dans la course à la date limite des transactions, on peut s'attendre à des ajouts. Alors, tout n'est pas perdu là, pour les Blue Jays en ce début de saison. On a parlé du coup de bâton, déficient des Blue Jays depuis le début de la saison. Il faut dire qu'il y a beaucoup de blessures du côté des joueurs, notamment Nathan Lukes qui a très bien fait en 2025. Alejandro Kirk, on disait qu'il n'était pas si important que ça en 2024. On a réalisé que c'était tout un joueur en 2025. Et que dire de Addison Barger, lui aussi qui a pratiquement pas joué cette année. C'est des blessures qui font mal puisque lorsqu'on regarde, là, c'est ton premier, ton quatrième puis ton cinquième frappeur qui ont pratiquement pas joué en 2026, le Philo. Oui, exactement. Tu penses à Barger et les capacités qu'il a pour frapper la balle avec puissance. C'est un gars qui, même si c'est un jeune joueur, bon an, mal an, peut avoir une saison de 25-30 circuits. Aussi, Alejandro Kirk,
dans une bonne saison, capable de te frapper 25 circuits. Nathan Lucas, qui n'a pas été là de la saison, mais c'est pas grave. C'est un gars qui a une bonne moyenne au bâton, qui embarque sur les sentiers, qui place la balle en jeu. Donc oui, tu as raison de le mentionner. Ça fait très mal au moment où on se parle. On attend le retour de plusieurs de ces joueurs-là. Faut pas oublier que Springer aussi a passé plusieurs semaines sur la liste des blessés. Et même quand il était, disons, actif, c'est pas le George Springer de la saison 2025. Ça veut pas dire qu'il peut pas finir l'année en force, mais pour l'instant, ça reste, disons, ça nous laisse sur notre appétit. Tu t'en souviens-tu, au camp d'entraînement, on se disait les Blue Jays ont beaucoup trop de lanceurs partants. Je sais pas quel lanceur va lancer. On a 8 lanceurs partants de qualité. Et là, tout d'un coup, là, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a déjà utilisé 25 lanceurs. Incroyable. Pour le monticule. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'il y a un lanceur qui se blesse aux 3 jours. Et surtout, les lanceurs importants là, qui ont manqué beaucoup de temps. Shane Bieber, qu'on fondait beaucoup d'espoir, toujours pas lancé cette année. Non. Ensuite, Max Scherzer avec blessé. Son pouce. De la difficulté. José Berrios, opération Tommy John, c'est terminé. Non, mais je veux dire, on est passé. Ben oui, Cody Ponce également qui se blesse. Qui se blesse lors de son premier ou deuxième départ. Eric Lauer terminé. Non, mais juste à dire que ça change vite dans le baseball. Là. Ah, t'as absolument raison. Tu sais, quand on discutait avec John Schneider, puis on faisait des blagues avec lui par rapport au nombre de lanceurs et des options qu'il avait, puis il avait dit « On n'a jamais assez de bons lanceurs partants. » Comme tu viens de le mentionner, c'est la boîte à surprise. Il ne passait pas une semaine sans qu'on se retrouve avec un gars soit sur la liste des joueurs blessés ou qui ne performait pas et qu'on avait dû prendre des décisions comme dans le cas de Lauer qui se retrouve avec les Dodgers. Donc, écoute, une chance qu'on a eu des gars comme Patrick Corbin qu'on a ramassé pour rien. Patrick Corbin n'avait même pas d'équipe. Il lançait dans son garage quand on allait aller chercher et il offre de bons services comme ce qu'on appelle les crafty lefty dans le monde du baseball, des gauchers qui ont 9 vies. Ben, Corbin donne vraiment de bonnes manches aux Blue Jays. Que dire aussi de Spencer Miles qui sort de nulle part, qu'on est allé chercher selon le règlement numéro 5, là, le Rule 5 Draft, et qui donne un bon coup de pouce dans de bonnes manches. Chance que ces gars-là sont là. Sinon, où seraient les Blue Jays aujourd'hui? J'en ai aucune idée. On dirait que les lanceurs étiquetés, je passe la mop, font le travail depuis le début de la saison avec les Blue Jays. On va s'arrêter quelques instants. Ensuite, on revient avec, justement, on parlait de Vladimir Guerrero Jr. À tout de suite. De retour au podcast des Blue Jays, c'est le bilan du tiers de la saison du côté de l'équipe de Toronto. Vladimir Guerrero, Philo, c'est une saison, comme on dit, difficile pour lui. Seulement 3 coups de circuit dans le premier tiers de la saison. Il touche 500 millions pour 14 ans. Si c'est la première année de son entente de 14 ans, où est le Vlad des séries passées, lui qui nous avait fait rêver en 2025? Ben écoute, c'est clairement un joueur qui a besoin, comme on dit, d'avoir la petite pomme là en avant de lui, là, tu sais, comme un cheval qui court après la pomme, parce que on l'a vu, comme tu viens de le mentionner, a été vraiment dominant durant les séries éliminatoires la saison dernière, même à la Classique mondiale de baseball. Alors, c'est un gars qui a besoin de voir l'appât devant lui. Le problème, c'est que il n'y a personne autour de Vladimir pour faire peur à qui que ce soit dans cet alignement-là. C'est ça la réalité. Quand on avait Beau Bichette dans le temps, ben, tu savais que si c'était pas Guerrero qui te faisait mal, ça allait être Beau Bichette. Mais présentement, les joueurs qui sont supposés protéger Vladimir font pas le travail non plus. Je pense à Okamoto, je pense à Varsho et tout ça. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est sûr que c'est un début de saison décevant pour Guerrero parce que on lui a donné des dollars pour être une superstar du baseball majeur. Et au moment où on se parle, il y a de la difficulté à retrousser la balle avec puissance du côté du champ gauche. Même quand la balle traverse la clôture, c'est de peine et de misère. Des longues séquences sans frapper des coups sûrs pour plus d'un but. Les Blue Jays ont besoin de son réveil s'ils vont demeurer dans une course aux séries éliminatoires, Gavino.
L'année passée, je m'étais dit, enfin, on va pouvoir mettre dans la même phrase Vladimir Guerrero, Aaron Judge, Shohei et Otani. Ouais. Et j'ai été patient avec Vladimir. Je m'étais dit, bon, il n'a pas frappé au mois d'avril. Il va commencer à frapper au mois de mai. Là, on est rendu fin mai. Il y a 3 coups de circuit. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça va vers une saison de 9 coups de circuit. Je veux dire, si les Blue Jays veulent pousser pour une place en séries éliminatoires, il va falloir que tu aies besoin d'un gars comme Vladimir qui retrousse des balles de l'autre côté de la clôture, parce que sinon, là, on l'a vu cette saison, c'est un alignement très, très ordinaire. C'est pas normal que des gars comme Andrés Jiménez frappent plus de coups de circuit de Vladimir Guerrero. Ce n'est pas normal, Philo. Ben écoute, il est dans une course avec Tyler Heinemann. Là. Je pense que Guerrero en a 3, Heinemann en a 1. Il est c'est très bon. À 2 circuits. Mais non, mais on fait des blagues. Mais la réalité, c'est que souviens-toi la saison dernière, pendant combien de temps on a dit faudrait que Vladimir se réveille, faudrait que Vladimir se réveille. Mais l'affaire, c'est que l'année passée, il y avait de la viande autour de l'os. Springer connaissait une saison extraordinaire, Bo Bichette aussi. Alors, il y avait d'autres gars qui produisaient. Et lorsqu'on a eu besoin de Vladimir, au mois d'octobre, il s'est réveillé et il a été le joueur le plus utile des Blue Jays en séries éliminatoires. Mais en saison régulière, on peut pas dire que ça avait été extraordinaire non plus. Mais il avait quand même cogné 22 coups de circuit, 84 points produits. Là, on est loin de ces chiffres-là. Même dans une saison ordinaire comme l'année passée, cette année, je m'excuse, je ne veux pas utiliser le mot catastrophique puisqu'il y a une bonne moyenne de présence sur les buts, mais la puissance est tout simplement pas là. Faut parler de Okamoto, le nouveau venu au 3e but. Défensivement, ça se tient. Okamoto, c'est pas compliqué. C'est soit il est vraiment, vraiment, vraiment hot, ou bien c'est des léthargies là, à n'en plus finir. C'est très froid. Qu'est-ce que tu penses de Okamoto depuis le début de la saison? Ben écoute, un début de saison difficile au mois d'avril, ça c'est certain. On s'est tous dit, écoute, il a besoin d'une période d'adaptation. Il arrive dans le baseball majeur, les lanceurs lancent plus fort qu'au Japon. Ensuite de ça, Gavino, on a une séquence d'à peu près 2 semaines où Okamoto frappait tout ce qui passait. C'est là qu'il a récolté la majorité de ses coups de circuit, une dizaine approximativement. Alors, on s'est dit, bon, ben voilà, la période d'adaptation est terminée. Voilà le gars qu'on a signé. Pourquoi on est allé le chercher? Ça paraît très bien quand tu regardes ça et tu te dis, les 2 premiers mois, il a frappé 10 circuits. Mais la réalité, c'est que la majorité de ces circuits-là sont arrivés dans une très courte période de temps. Et la majorité du temps, à part ça, Gavino, le problème, ce sont des retraits non productifs. Souvent, c'est des retraits sur 3 prises, ne fait pas avancer les coureurs devant lui. Et ça me surprend d'un joueur japonais parce qu'au Japon, le pain et le beurre du baseball là-bas, c'est le baseball de situation. Si tu n'es pas capable de frapper des circuits ou des coups sûrs pour plus d'un but, tu te dois te faire ton travail, c'est-à-dire faire avancer les coureurs. Il ne le fait pas, Gavino. Trop souvent, ne fait pas avancer les coureurs et ça fait mal à l'équipe. Alors qu'on compte tellement sur lui. Les gens disaient, ah ben c'est lui le remplaçant de Bo Bichette. Je m'excuse, mais au niveau de la constance, on oublie ça. Sa moyenne au bâton, c'est anémique là, pour un gars de sa trempe. Il ne frappera pas 200 coups sûrs, notre ami Okamoto, non. Ça c'est sûr. Oncle George Springer, c'est soit sur la liste des blessés ou lorsqu'il joue, ben c'est en dents de scie. Il a frappé quelques circuits dernièrement. On dirait qu'il commence à se replacer. Mais en même temps, là, je l'ai dit, si les Blue Jays veulent avoir du succès, c'est ton premier et ton 3e frappeur ou ton 2e frappeur, Vladimir et Springer. S'ils n'ont pas de chiffres à la fin de la saison, oubliez ça, les Jays joueront jamais pour 500. John Schneider compte beaucoup sur son premier frappeur, George Springer. Oui, puis écoute, il y a eu un début de saison difficile. Même avant s'être fracturé un orteil, c'était, disons, les premières semaines étaient à oublier. Ensuite de ça, ben, on le sait, il jouait avec la douleur. Il a été touché une 2e fois au même pied, au même orteil. Même s'il avait un protecteur sur son soulier, malheureusement, a dû encore une fois prendre quelques jours de repos. Mais comme tu l'as mentionné, plus récemment, on a recommencé à voir la puissance sortir du bâton de George Springer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que George, c'est un vétéran de cette game-là. Je crois qu'il y a 65 coups de circuit pour débuter un match. Il est 2e dans l'histoire du baseball majeur. Donc, si lui commence à retrouver sa puissance, ça va se replacer. Je pense pas qu'il va retomber dans une autre très mauvaise léthargie. Mais comme tu viens de le mentionner, on n'a pas de frappeur numéro 1. Alors, si George ne fait pas le travail dans le haut de l'alignement,
ça va être compliqué pour les Blue Jays cette saison-là. Il y a également, il faut mentionner là, très rapidement, Ernie Clement qui fait très bien Oui, depuis le début de la saison. C'est un gars régulier, un frappeur de contact et également le jeune Yohendrick Pinyango qui a insufflé une nouvelle énergie dans l'alignement des frappeurs des Blue Jays. On s'arrête là-dessus, on revient. On parle des lanceurs. À tout de suite. De retour au podcast des Blue Jays sur les ondes de TVA Sport. Philo, on va parler des lanceurs dans le premier tiers de la saison. Il y a un lanceur qui s'est signalé depuis le début de l'année. Dylan, Monsieur Moustache, le Goose Gossage des temps modernes. Dylan Cease, qui est tout simplement fumant. Une très bonne signature par l'état-major des Blue Jays. ouais, d'après moi, il déconcentre les frappeurs avec sa moustache et ses cheveux. Là. Moi, il me déconcentre, en tout cas, quand je le regarde à la télévision. Mais Dylan Cease est arrivé à Toronto. Souviens-toi ce qu'il avait dit. Je fais confiance à ce groupe d'instructeurs-là pour m'amener à lancer dans des matchs plus longtemps. Le problème avec Dylan Cease, c'est souvent qu'il nous donnait 5 bonnes manches de qualité, mais avec, disons, un taux élevé de lancer et donc devait tirer sa révérence souvent de bonne heure dans les rencontres. Mais on a vu, depuis qu'il est arrivé chez les Blue Jays, qu'on a travaillé avec lui là-dessus, il a obtenu plusieurs départs de 6, 7 manches. Alors, il est là. Il y a eu un petit pépin physique là, dans les derniers jours. On va espérer que ça ne revienne pas le hanter trop souvent. Mais on peut dire, comme tu l'as mentionné, que ça a été une signature de très haute qualité qui rapporte présentement chez les Blue Jays. Tu sais, dans le premier tiers de la saison, là, les victoires ne sont pas là, mais je veux dire, c'est 3 victoires, 3 défaites, avec une moyenne de points mérités de 3,05 en 62 manches de travail. Là, Dylan Cease, c'est tout simplement incroyable. 92 retraits au bâton dans le premier tiers de la saison. Je veux dire, si bon, il y avait une course au Cy Young cette année, malheureusement, les victoires ne sont pas là, Ouais. mais il serait peut-être nommé à cause de il retire tout le monde sur 3 prises avec sa balle rapide de feu de 100 000 à l'heure. Oui, exactement. C'est très intimidant. Puis quand tu l'as, quand, comme on dit, tu as une rapide dans les 3 chiffres, ben quand tu as besoin de te sortir d'une situation corsée, tu la sors, puis plus souvent qu'autrement, tu vas aller chercher ta 3e prise. Alors, Ouais. vraiment, c'est lui, au moment où on se parle, qui est un peu lanceur partant des Blue Jays, parce que n'oubliez pas que Kevin Gausman en est à sa dernière année de contrat. Alors, c'est pas confirmé que Gausman sera de retour avec les Blue Jays l'année prochaine. Alors, je pense qu'on est allé chercher, disons, un digne remplaçant. Et si jamais Gausman est de retour, on aura un beau duo comme on l'a présentement dans le haut de la rotation. Écoute, en général, Gavino, les lanceurs partants ont fait le travail. Ont donné aux Blue Jays, dans la majorité des matchs, une chance d'aller chercher des victoires. Malheureusement, surtout au mois d'avril, beaucoup de départs de qualité bousillés là, par l'attaque des Blue Jays. Bon, malheureusement, Trey Savage a commencé l'année sur la liste des blessés, mais depuis qu'il est de retour, il a pris, où il avait laissé en 2025 dans les séries éliminatoires, ce jeune-là, 22 ans, je veux dire, où est-ce que ça va s'arrêter? Encore une fois, la façon qu'il lance la balle, la façon qu'il déstabilise les frappeurs, je veux dire, est-ce qu'on a un futur lanceur et détenteur du trophée Cy Young pour les prochaines saisons? Je pense que oui. Écoute, la seule chose, là, c'est qu'il faut éviter les blessures. Ça, c'est la grande question. Écoute, tu parlais de sa livraison, tu sais, le bras très haut quand il livre la balle. Vous savez, les machines que les équipes ont présentement pour simuler les tirs des lanceurs avant les matchs, il y a une cage dans les couloirs du stade. Dans le cas de Guy Savage, mais aussi de Tyler Rogers, Gavino, le bras est tellement élevé pour Guy Savage et dans le cas de Rogers, tellement bas que la machine n'est pas capable de reproduire les tirs de ces deux gars-là. Donc, la machine n'est pas capable de préparer les frappeurs adéquatement avant les rencontres pour affronter ces deux gars-là parce qu'ils ont des émotions tellement particulières. Là. C'est incroyable. Trey Savage, en tout cas, c'est rendu un de mes lanceurs préférés, sinon le lanceur que je préfère regarder avec les Blue Jays. On parlait d'un peu l'enclos de relève avant de finir l'émission.
Il y a eu une passation des pouvoirs du côté des Jays. Jeff Hoffman, on sait qu'il n'avait pas fait le travail l'année passée lors du 7e match en Série mondiale. Il a connu beaucoup de difficultés au mois d'avril. John Schneider a effectué un changement, a donné la balle à Louis Varland et depuis, c'est 1, 2, 3, on rentre dans l'abri. Monsieur Gabe over Louis Varland. Écoute, il est exceptionnel depuis le début de la saison, il faut le mentionner. Vraiment, on l'appelle le Beast, là, parce que on a de la difficulté à le frapper. Mais moi, ce que j'aime, Gavino, j'en ai parlé au podcast des Blue Jays en début de saison, c'est que j'aime pas cette formule de dire toi, tu lances la 9e, toi, tu lances la 8e, toi, tu lances la 7e. J'aime pas ça. Je trouve que John Schneider a pris une bonne décision. On a vu la semaine dernière un match où on est en 8e, la situation est corsée, oui. L'adversaire a 2 coureurs sur les sentiers et c'est le cœur de l'alignement qui s'en vient. Ben, on fait rentrer Varland. Varland liquide les frappeurs et là, on rentre en 9e. Puis c'est Hoffman qui vient fermer le match, mais Hoffman affronte les frappeurs 7, 8, 9. Alors, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai toujours dit, adapte-toi à la situation. Tu veux avoir ton meilleur releveur quand ça chauffe. Que ce soit en 7e, 8e ou 9e, peu importe. Alors, c'est ce que John Schneider fait depuis quelques semaines. Gavino, quand même bien la tenue de l'enclos de relève, là, on va se le dire. Là. On ne peut pas se plaindre. Là. Braden Fisher fait le travail. Même chose pour Mason Fluharty. Il s'est repris depuis quelques semaines, mais tu l'as dit, ça se tient. C'est pas les lanceurs le problème, c'est le coup de bâton déficient du côté des Blue Jays. Mais j'aurais aimé ça que John Schneider agisse un peu plus rapidement dans le dossier de Jeff Hoffman et également de Brendan Little. Tu t'en souviens, au début de la saison, on continue à lui donner la balle. Puis, je veux dire, l'impression que John Schneider a coûté peut-être 3-4 matchs depuis le début de la saison. Es-tu d'accord avec moi? Ben, écoute, c'est sûr que John Schneider, on l'a vu, là. Ses hommes, ce sont ses hommes. Il va les défendre jusqu'à la fin. Il va leur donner toute la corde nécessaire. Je ne dirais pas pour se pendre, mais pour prouver qu'ils ne sont pas capables de faire le travail. Puis la réalité, Gavino, regarde le travail de Hoffman depuis qu'on lui a enlevé cette pression-là d'être le releveur à chaque match. Il performe très bien. On le sait, la qualité de ses tirs est là, l'étoffe est là. Plus souvent qu'autrement, malheureusement, c'était des mauvaises décisions sur des choix de tir, des sélections de tir et probablement aussi un peu de nervosité due à ce qui s'est passé aussi la saison dernière et en série mondiale. Alors, je pense qu'on a trouvé la bonne recette. L'enclos de relève fait le travail. Les partants, comme on a dit tout à l'heure, plus souvent qu'autrement, nous donnent des manches de qualité pour débuter le match. Maintenant, il faut trouver des solutions à l'attaque. Ça va être ça la clé, là. J'ai bien hâte de voir si Yimi Garcia va faire un retour au jeu avec les Blue Jays, lui qui nous a habitués à lancer des balles de feu à 100 000 à l'heure dans les dernières années, ce qui pourrait faire du bien à l'enclos de relève. C'est déjà le temps qu'on a aujourd'hui pour le podcast des Blue Jays au nom de Jérémy Filosa et de toute l'équipe. Ici, Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt et bon baseball sur les ondes de TVA Sport. Salut tout le monde.